Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. François Bayrou, plus fort que Michel Barnier. Contrairement à son prédécesseur, le Premier ministre devrait mettre en échec non pas une, mais 2 motions de censure. Examen à partir de 15h30 cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les socialistes et le Rassemblement national ne la soutenant pas, François Bayrou va donc prolonger son bail à Matignon. Grisé par ce succès tactique et politique, il a déjà des idées pour la suite. Jacques Serret. François Bayrou veut surfer sur sa réussite. La non-censure, c'est la preuve que sa méthode fonctionne, se félicite son entourage. Le Premier ministre va donc essayer texte par texte de renouveler l'opération avec un rendez-vous en ligne de mire déjà. Le salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes le 22 février. Le Béarnais compte bien s'y rendre et pas les mains vides. En coulisses, Matignon surveille de très près l'examen de la loi d'orientation agricole qui a débuté hier au Sénat. Il faut que ça aboutisse rapidement. C'est la priorité des priorités, presse l'entourage de François Bayrou. Dans le même temps, le maire de Pau planche sur une réforme du mode de scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille, tout en préparant 2 textes distincts sur la fin de vie, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur le suicide assisté. Avant une potentielle réforme des retraites, le Premier ministre recevra à ce sujet dans 2 semaines les conclusions de la Cour des comptes. En somme, il veut à tout prix éviter le procès en immobilisme, analyse l'un de ses proches, même s'il y paraît déjà condamné. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. C'était l'autre priorité du gouvernement avec le budget. Le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte a été adopté au Sénat. Le texte lève plusieurs barrières administratives pour accélérer la remise en état de l'archipel. Prochaine étape, la commission mixte paritaire lundi prochain. L'homme qui a agressé 3 policiers à Paris hier est toujours en garde à vue ce matin. Agression commise devant la préfecture de police, lieu particulièrement surveillé. Le préfet Laurent Nunez l'assure, ces hommes racontent que leur agresseur a crié plusieurs fois Allahu Akbar. Son profil, un Somalien sous OQTF, William Molinier. Selon plusieurs témoins, l'assaillant a crié Allahu Akbar avant de fondre morceaux de verre à la main sur des policiers en patrouille de la brigade des réseaux franciliens. Il a tenté d'arracher le pistolet de l'un d'entre eux. Il a fallu des renforts. Au total, 6 fonctionnaires pour le maîtriser. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés. L'un souffre d'une coupure à la main, un autre a une fracture à un doigt selon le parquet de Paris. Le suspect, âgé d'une 20aine d'années, dit être de nationalité somalienne. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a été conduit au commissariat où un psychiatre doit l'examiner. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Paris. À ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire, mais reste en observation de la procédure. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont formels. La France n'a jamais accueilli autant d'immigrés sur son sol. 4 300 000 titres de séjour en cours de validité en France, 160 000 de plus l'an dernier. Les policiers du syndicat Alliance qui ont manifesté hier devant l'Assemblée nationale pour réclamer davantage de moyens. Le ministre de l'Intérieur est venu à leur rencontre. Reportage Théo Grévin. Au milieu d'une marée bleue et face à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau se veut rassurant face aux quelques policiers qui l'interpellent. Michael apprécie la détermination du ministre. C'est appréciable de voir des gens qui sont de notre côté, surtout là, notre patron. Mais une question revient, les paroles du premier flic de France pourront-elles être suivies des actes? Le policier venu d'Auxerre en doute. À chaque fois, on est embêté par des opposants, des personnes qui sont contre la police, qui sont contre le fait que les concitoyens soient en sécurité. La faute à une partie de la classe politique, expliquent plusieurs policiers. D'autres pointent une responsabilité des juges. Les peines ne sont pas suffisantes en France. Ça ne suffit pas à réduire le chagrin en fait des victimes. Mais pour Christophe, brigadier de nuit à Niort, la politique de fermeté alignée entre l'intérieur et la justice est une raison d'espérer. Le binôme, monsieur Retailleau, monsieur Darmanin, je pense que c'est un plus. Je souhaite que ces 2 personnalités soient unies pour le même combat. C'est un combat, on parle d'un combat aujourd'hui. Pour remporter ce combat, des moyens sont réclamés. Autrement, les policiers préviennent, ils pourraient revenir manifester devant l'Assemblée dans les prochaines semaines. Un reportage devant l'Assemblée nationale, Théo Grévin. L'espoir dans la vallée de la Tarentaise. À 3 jours du début des vacances d'hiver, la RN 90 pourrait rouvrir dès samedi. Les travaux de consolidation et de sécurisation avancent bien. Un éboulement de roches avait entraîné sa fermeture à hauteur de Moutier le week-end dernier. Direction les États-Unis avec cette déclaration fracassante cette nuit de Donald Trump sur Gaza. Les Américains vont prendre le contrôle de Gaza pour stabiliser la région et en faire l'équivalent d'une Côte d'Azur. Tel est en résumé le plan du président américain. Il l'a dit, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Je vois une prise de contrôle à long terme. Je vois que ça va apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Et tout le monde à qui j'en ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développement et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Donald Trump hier soir à la Maison-Blanche, selon le média israélien I24 News, le Hamas serait prêt à dialoguer avec l'administration Trump. Plus de détails dans le journal de 8 heures avec le correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Et pendant ce temps, Elon Musk commence à faire le ménage dans l'administration américaine. Le patron de Tesla est chargé de diriger la commission efficacité gouvernementale. Le nom a au moins le mérite de la clarté. Sa mission, tailler le plus possible dans la dépense publique pour économiser 1000 milliards de dollars. Selon les spécialistes, l'ampleur de ces réductions de crédit est inédite dans l'histoire des États-Unis. Caroline Baudry. Les bureaux du Doge se trouvent à quelques pas de la Maison-Blanche, mais échappent aux règles des institutions. Elon Musk n'est ni élu ni ministre. Il n'est donc pas contrôlé par le Congrès. Il a les mains libres à l'Agence pour le développement international, par exemple, qui cesse ses programmes de santé sur ordre du milliardaire, adoubé par Donald Trump. C'est un mec très talentueux sur la gestion et les dépenses. Il a trouvé des montants horribles. Ils ont trouvé un gaspillage vertigineux. On peut probablement ajouter à cela de la fraude et des abus, mais Elon ne peut pas et ne fera rien sans notre autorisation. L'équipe de Musk des ingénieurs âgés de 19 à 24 ans s'est installée au Trésor public à la place des hauts fonctionnaires apolitiques virés. Il contrôle désormais le versement des 6 000 milliards de dollars de retraite, assurance maladie et salaire des fonctionnaires pour bloquer, je cite, toute transaction suspecte. Des plaintes ont été déposées pour dénoncer d'abord l'accès aux données privées des Américains. Elles devraient finir leur parcours judiciaire à la Cour suprême, acquise à Donald Trump. Caroline Baudry. Peut-être un tournant dans la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit prêt à négocier directement avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Changement de ton de la part du président ukrainien qui a toujours dit qu'il voulait battre la Russie sur le champ de bataille. Serge Atlaoui est attendu en milieu de matinée à Paris après 19 années passées dans les prisons indonésiennes. Le Français condamné en 2007 pour trafic de drogue sera incarcéré à son arrivée en France. Son avocat a déposé une demande de remise en liberté. Et puis 4 matchs au programme des 8e de finale de la Coupe de France de football. Hier, Dunkerque a réalisé l'exploit face à Lille, éliminé au tir au but. Brest et le PSG, tenants du titre, sont également qualifiés pour les quarts de finale. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. On va parler d'une obsession française, la fiscalité comportementale. Vous savez, c'est l'impôt qui est réglé pour vous inciter à faire ou ne pas faire quelque chose. Typiquement, moins fumer ou boire des sodas en taxant le sucre. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout et on en aura la preuve dans 10 minutes avec Olivier Babot. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le constitutionnaliste Jean-Pierre Camby, avec qui nous allons parler de l'impuissance du pouvoir. À tout de suite.